Bien bonjour et déjà merci aux organisateurs de m'avoir invité ici pour ce délicieux titre que j'ai décidé de modifier en fait, puisque je n'avais, c'est Nicolas, pas grand chose à raconter sur la moelle lombaire en tant que telle. Donc j'ai modifié ça pour les effets de la TDCS appliqués au niveau de la moelle épinière tout court. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de très récent et qu'on a très peu de données disponibles au jour d'aujourd'hui, donc j'ai juste vous faire le tour et je pense que j'ai le temps de vous faire ce tour-là. Je vais bientôt un petit truc. Donc le contexte, la TDCS et son évolution. La TDCS, voilà, ça ressemble à ça. On va pas la refaire. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez bien compris ce que c'était. Voilà. On vous en rajoute un peu, vous dire quand même, il y a des trucs un petit peu plus tendance maintenant et plus fashion. Des petits casques disponibles à 240 € sur Internet. Le petit vintage en haut à gauche à 129 $. Et puis, donc voilà, il y a aussi un certain nombre de problèmes éthiques derrière ça qui ont été soulevés récemment. Et au mois de février 2014, c'est beaucoup plus sérieux, le Comité consultatif national d'éthique, c'est bon, j'en ai. Merci. Le Comité consultatif national d'éthique a émis un avis quand même sur ces techniques de neuromodulation et pour les éventuels dangers que ça peut présenter à l'avenir. Donc le contexte de la TDCS appliquée à la moelle, c'est pas très compliqué, c'est pas très recherché, c'est de la TDCS qu'on applique à la moelle. C'est tout. On en est là. Alors ça pose un problème parce que c'est nouveau. Donc on appelle ça comment ? Eh bien, on appelle ça Spinal Disiculum Stimulation ou Polarization. Spinal, oui, peut-être. Transspinal, mais oui, est-ce qu'on passe vraiment à travers ? On n'en sait rien. Transcutaneous Spinal, peut-être, on ne sait pas. Bref, on résume ça en général par TSDCS. Donc faites attention, il y a TDCS d'à côté, c'est ce qui va être au niveau cortical, et TSDCS qui est assez plus classique au niveau de la moelle. Bon, finalement, tout ça est revenu au goût du jour récemment. Rien de neuf. 1954, les travaux de Fuertes chez le chat, qui vous sont présentés juste ici. Qu'est-ce qu'il fait Fuertes à cette époque-là ? Il fait des enregistrements des racines ventrales chez le chat. Il envoie une impulsion, une stimulation sur le nerf fibulaire profond, et il enregistre les racines ventrales chez d'un fléchisseur. Et qu'est-ce qu'il observe ? Ici, vous avez une stimulation, il observe un train, un deuxième train, et quand il polarise en même temps la moelle, il y a une décharge qui va continuer pendant extrêmement longtemps. Il arrête sa polarisation de la moelle. D'accord ? Quand il change la polarité, il inverse la polarité, il observe l'inverse, c'est-à-dire une diminution extrêmement importante de la fréquence de décharge. Donc rien de neuf, et le titre, Direct Current Polarization of Motor Neurons, 1954. Ça continue en 1962, c'est très neuf ce que je vous raconte. C'est Haeckel, c'est du chat. Il met une électrode positive ici dans la moelle épinière, l'autre électrode est ici, d'accord, au niveau de la corne ventrale, et il enregistre à différents niveaux des compartiments. Donc ce qui est noté plus, c'est de l'hyperpolarisation, moins c'est de la dépolarisation, et il enregistre comme ça, en appliquant les courants, un certain nombre de modifications, à la fois sur les fibres afférentes et au niveau de la synapse, du motoneurone et des racines. D'accord ? Quand il inverse la polarité, exactement la même chose, il observe l'inverse. Et puis plus rien jusqu'en 2008, ça a été la grande découverte, 2008, travaux des Italiens, de l'équipe d'Alberto Priori, la TDCS peut moduler visiblement les voies ascendantes. Qu'est-ce qu'il a fait, Alberto Priori ? Il a fait une étude où il montre, donc il applique la TDCS de cette façon-là, au niveau thoracique. Toutes les études que je vais vous présenter maintenant, c'est grosso modo ce sondage-là, une application au niveau thoracique, une référence sur l'épaule ou sur le bras, d'accord ? Et au niveau thoracique, on est aux alentours de T9, T12, grosso modo, puisque c'est là où on trouve le renflement lombaire, avec le décalage myélo-vertébral. Et ce qui montre, c'est que ici, donc, il regarde l'amplitude de la P30, donc c'est un potentiel évoqué somesthésique, évoqué à partir de stimulation du nerf tibial postérieur. Et bien, il montre que la stimulation anodale va la diminuer, l'amplitude de cette P30, que la cathodale, l'augmente pas significativement, et on n'a pas de modification des potentiels évoqués somesthésiques du nerf médian, donc qui passe bien sûr au-dessus, au niveau de la moelle épinière. D'accord ? Sa conclusion, c'est qu'on est susceptible chez l'homme, avec cette technique non invasive, de moduler l'activité de la voie lamininiscale. Deuxième chose, un peu plus tard, c'est la voie spinothalamique, et ce sont des potentiels évoqués laser, et l'enregistrement des réponses N1 et N2, donc qui sont des réponses enregistrées au niveau cortical, et des réponses P également. Et ce qui montre ici, cette équipe, c'est que les potentiels évoqués laser, c'est toujours la même stimulation. Le conditionnement, c'est toujours du conditionnement en thoracique, qu'on a une diminution de l'amplitude de ces potentiels évoqués
en condition anodale, quand les potentiels évoqués laser sont évoqués au niveau du pied, mais pas au niveau de la face, d'accord? Et par contre, on n'a pas d'effet du tout de la cathodale, que ce soit au niveau du pied ou au niveau de la face. Conclusion, on pourrait moduler également l'amplitude de ces potentiels et donc moduler la voie spinothalamique. Un peu plus tard, ce qui a été regardé, enfin un peu plus tard, non, à peu près à la même période, la TDCS, c'est les réflexes spinaux. Une étude sur la dépression homosynaptique. La dépression homosynaptique, ça traduit la modification du relargage de neurotransmetteurs à la synapse entre la fibre A et le motoneurone. C'est-à-dire, grosso modo, ici, vous avez un réflexe H du solaire qui est évoqué toutes les 2 secondes, et ici, toutes les 8 secondes, vous voyez qu'il est beaucoup plus grand toutes les 8 secondes que toutes les 2 secondes. Et là, vous avez la courbe là. Donc, s'ils ont fait à gauche, ils ont regardé ici 1 seconde par rapport à 10 secondes, et ici en bas, c'est des Hertz, 1 Hertz par rapport à 0,1 Hertz, et 2 Hertz par rapport à 0,1 Hertz en anodal et en cathodal. Anodal ici, cathodal ici. Et ce qui montre, c'est que l'anodal va diminuer ici la dépression homosynaptique, que la cathodale va au contraire l'augmenter, et pas de modification du ratio Hmax sur Emax. Il faut dire, et ils le disent clairement, cette étude, que l'effet n'était pas suffisant pour être détecté par rapport à un sham. D'accord, la force de l'effet. Un peu plus tard, donc on est parti de ce postulat-là et on a fait 2 types d'études. On a fait une étude randomisée en double aveugle sur 17 sujets qui ont reçu anodal, cathodal, sham sur 3 semaines consécutives. Et on a regardé la courbe de recrutement du réflexe H du solaire. Avant, donc c'est la ligne noire partout, donc c'est la ligne de base. Pendant la TDCS, 2 fois pendant, au début, donc c'est 15 minutes, donc dans les 5 premières minutes et dans les 5 dernières minutes de la TDCS, et après, juste après, et 15-20 minutes après. Et ce qu'on voit, c'est que dans la condition anodale, on a un shift ici, vers la gauche, de la courbe de recrutement du réflexe H, donc ça veut dire qu'on a augmenté l'excitabilité, ce qui est compatible avec les travaux Blinkler qui montrent une diminution de la dépression homosynaptique en condition anodale. En revanche, en cathodale, on était très déçus, rien du tout, et sham, rien du tout non plus. Deuxième chose, il est assez connu, qui est donc le BDNF. Le BDNF, c'est une neurotrophine qui est ubiquitaire. Il existe un polymorphisme qu'on appelle le polymorphisme Val66-MET, qui consiste au remplacement d'une méthionine par une valine au codon 66, d'accord, et qui est associé à un manque de plasticité de façon relativement générale, y compris également chez ces patients-là, enfin chez ces sujets-là, pardon, ce sont des sujets sains. Ce polymorphisme affecte à peu près 20% de la population caucasienne, 40% de la population asiatique. Et voilà. Donc on a pris 2 groupes de 17 sujets chacun, des groupes qui n'avaient pas le polymorphisme, c'est-à-dire la plupart de la population, et des groupes qui étaient porteurs d'allèle MET, c'est-à-dire qui en général font moins de plasticité. Et ce qu'on montre ici, c'est la même chose, c'est exactement la même étude, juste en condition anodale, ça c'est le M qui ne bouge pas. Eh bien, les MET, ceux qui sont porteurs de l'allèle MET, ils ne font pas de plasticité, ils ont même une tendance à la réduction du Hmax, alors qu'on retrouve ce chiffre de façon beaucoup plus importante chez ceux qui ne sont pas porteurs du polymorphisme. D'accord ? Donc ça veut dire que ce polymorphisme est susceptible d'influencer également la plasticité spinale induite de façon non invasive. Autre chose toujours liée à la douleur, c'est le réflexe polysynaptique de flexion avec une stimulation du nerf sural au niveau de la malléole latérale. Donc c'est travaux également du même groupe, des Italiens, qui ont regardé la condition anodale et la condition sham. Et ce qu'ils montrent ici, c'est que quand on regarde le réflexe de flexion, de façon générale, en condition anodale, l'anodale diminue ça, et jusqu'à 30 minutes après l'arrêt de la stimulation, alors qu'il n'y a pas d'effet du sham. Et quand on regarde de plus près, parce qu'il y a plusieurs composantes, des composantes tactiles, des composantes nociceptives, quand on regarde la réponse R3 particulièrement, et bien la réponse R3 ici, elle semble particulièrement affectée. Donc ça c'est intéressant parce que il y a derrière ça, ça peut suggérer aussi des ouvertures pour le traitement de la douleur, et ça rejoint aussi leur tout premier papier où ils avaient montré une amélioration subjective de la douleur chez les personnes qui avaient reçu le traitement anodal. Maintenant, la TDCS, c'est la voie descendante. Au jour d'aujourd'hui, ça a été fait uniquement, ces travaux-là, quand la TDCS est appliquée au niveau de la moelle cervicale, c'est-à-dire quand vous mettez une électrode ici, vraiment dans les segments cervicaux hauts, et la référence, ça se met juste ici, sous l'angle cervico-mentonnier. Et on fait passer un courant à travers. D'accord ?
Donc la première étude là-dessus, c'est une étude sur les Coréens, sur le muscle fléchisseur carpi radialis, où alors eux, dans cette configuration-là, ils ont mis un coup l'électrode active derrière et un coup l'électrode active devant. Ils ont comparé les deux versus sham, et ils montrent une potentialisation de l'amplitude des potentiels évoqués moteurs jusqu'à 2 heures après l'arrêt de la stimulation, et pas d'effet du sham. D'accord ? Donc bon, moi ça m'a un peu surpris, ce truc-là, et ils ne trouvent pas de modification du réflexe H. Donc on a voulu en savoir plus, et on s'y est collé avec une étude sur la voie cortico-diaphragmatique, corticophrénique. Donc nous avons fait donc, là dans une étude menée avec Thomas Simiowski et Marie-Cécile Niera, une étude randomisée en double aveugle, où on a regardé dans un premier temps l'impact d'une stimulation, de ces stimulations, sur l'amplitude des potentiels évoqués moteurs évoqués dans le diaphragme. Donc ce qu'on a trouvé, c'est qu'on avait une augmentation ici dans les conditions actives de l'amplitude de ces potentiels évoqués moteurs qui persistait après l'arrêt de la stimulation. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit pendant la stimulation, paire 1 et paire 2, c'est pendant la stimulation, au début et un peu plus tard, donc on a déjà une augmentation. Donc c'est quelque chose qui semble se construire en fait. Pas d'effet du sham. Donc la deuxième question était de se dire, bon finalement, bon, c'est pas comme au niveau cortical, c'est pas, on vous dit depuis ce matin, anodal, ça facilite, cathodal, ça diminue. Non. Non, visiblement, c'est pas le cas, et c'est pas le cas, et c'est conforme à ce qu'ont trouvé les Coréens. Et on a voulu savoir s'il y a une composante comportementale derrière ça. Donc ce qu'on a fait tout simplement, on a fait de la plethysmographie par inductance, c'est-à-dire que le sujet porte juste un petit gilet en fait, qui mesure les déformations de la cage thoracique, et on peut avoir une idée du volume qui est mobilisé. Et on a trouvé que c'était uniquement la condition cathodale qui augmentait significativement ici le volume courant, alors que les deux autres conditions ne menaient pas à des modifications de ce volume. Pour regarder et en savoir un peu plus, on n'a pas trouvé de modification d'inhibition intracorticale, donc c'est quelque chose qui se passe probablement pas là-haut. On a regardé la balance sympathique-parasympathique avec la réponse galvanique, des mesures de transpiration, une analyse fine de l'ECG, etc. Et on a regardé aussi les potentiels évoqué au niveau de la moelle épinière, et on a trouvé que tout ça ne bougeait pas, et donc on suggère que c'est plutôt un effet qui se passe ici au niveau des motoneurones. Donc grosso modo, ce qu'on en sait aujourd'hui chez l'homme, ça affecte les voies descendantes, les voies lemniscales par des potentiels évoqués somesthésiques, la voie spinothalamique via les potentiels évoqués laser, les réflexes spinaux, la dépression musculoskélètique, le réflexe H, le réflexe de flexion, et les voies descendantes à travers les PEM. On n'en sait rien d'autre au jour d'aujourd'hui. Voilà, je vous ai présenté toutes les études qui ont été faites chez l'homme, et donc vous avez une revue ici, toujours par Alberto Priori, qui vient de sortir, et qui référence quasi toutes les études. Alors, ça ouvre un certain nombre de questions, ces choses-là, c'est quelles sont les limites de ça. La première des choses, c'est qu'il y a des nouvelles recommandations de TDCS, TDCS, c'est bien ça, qui sont prévues pour 2015, qui devraient être publiées courant 2015, et il y aura une section qui va inclure la TSDCS, donc on va essayer d'écrire intelligemment quelques petites choses pour cadrer un petit peu ça. Pour la TDCS, vous connaissez déjà les safety limits, on utilise les lésions tissulaires, on les observe à des courants qui sont extrêmement élevés. On utilise de toute façon des courants qui sont très très faibles, environ 1000 fois plus faibles chez l'homme. Pour la TSDCS, on n'a actuellement aucun effet secondaire rapporté, mais aussi très peu d'études. Il y a un contrôle qui a été fait, c'est une mesure du taux de neurones spécifiques énolase, la NSE, qui a été faite avant et après conditions actives, qui n'a pas montré de modification, et c'est un marqueur donc, des dommages neuronaux. A priori, il n'y a pas de critères d'exclusion à l'exception des implants, les pacemakers, stimulateurs, les implants métalliques, les valves cardiaques, etc. On évite pour le moment. Et puis les paramètres actuellement utilisés en TSDCS, proches de ceux utilisés en TDCS. Mais ça, est-ce que c'est une bonne idée? On n'en sait absolument rien du tout, puisque la question qui se pose, c'est quid de la densité de courant qui passe? Alors cette densité de courant, elle vient d'être modélisée, juste, avec 3 modèles. Bon, c'est toujours l'équipe de Priori, je suis désolé, c'est lui qui appuie essentiellement là-dessus. Avec 3 montages, l'électrode active elle est derrière, la référence placée soit au niveau du bras, soit au niveau de l'ombilique, soit au niveau du vertex. D'accord? C'est quelque chose de purement théorique, purement mathématique, c'est calculé sur la conductivité de chacun des tissus. Donc c'est grosso modo, si on passe entre là et là, on va traverser la peau de la graisse, etc., etc., etc. Ok? Et donc là, vous avez les résultats des modélisations. La première bonne nouvelle, c'est que le courant injecté, quel que soit le montage qu'on utilise, eh bien, il atteint la moelle épinière dans les 3 montages. Donc ça, c'est plutôt bien.
La deuxième des choses, c'est que la densité de courant la plus élevée, elle est atteinte lorsque la référence elle est placée au vertex. D'accord? Sauf que dans ce cas-là, la densité de courant la plus élevée, c'est ici, on place l'électrode ici, la référence est là, tout ce qui est en jaune, c'est les densités les plus élevées. Donc c'est-à-dire que la densité des courants la plus élevée, c'est en fait à la moelle cervicale. Et que sous électrode-là, vous n'avez quasiment rien quand vous placez ça au niveau du vertex. C'est de la modélisation, hein. On est d'accord? Donc, c'est une des choses qu'on a. Et puis le courant, également, ce qu'il dit, c'est que ça se propage aux muscles du dos, mais également aux nerfs spinaux. Donc ça pourrait affecter les racines, ce qui contredit ce qu'on a trouvé avec nos potentiels là, mais pourquoi pas, ça reste de la théorie. Il y a eu dans le même article un éditorial qui est sorti immédiatement, qui a critiqué assez viralement cette modélisation, puisqu'ils prennent un modèle de quasi-uniformité des différents tissus, donc ce qui n'est pas vraiment le cas, notamment si vous considérez ici la moelle cervicale, vous voyez que c'est extrêmement difficile d'assimiler ça par exemple à un rectangle de façon beaucoup plus simple, et surtout l'anisotropie de la substance blanche au niveau de la moelle et des nerfs, elle n'est pas du tout considérée, et évidemment elle diffère profondément, très certainement. Donc ce que je voudrais que vous reteniez ici, c'est que la TDCS est vraiment très différente de la TSDCS et qu'on ne peut clairement pas imputer ce qu'on connaît de la TDCS à la TSDCS et inversement. Première des choses, la densité de courant, je viens de vous le présenter, la seule modélisation proposée, elle est très discutée. La seconde chose, c'est que le volume conducteur du courant polarisé, il est plus important pour la TSDCS thoracique que pour la TDCS, donc avec une réduction possible de la densité de courant, et inversement pour la TSDCS cervicale. Si j'ai une électrode au niveau thoracique, l'autre au niveau de l'épaule, ou les deux là, évidemment, la densité de courant, elle est extrêmement différente. D'accord ? Donc ça rejoint également la distance entre les électrodes. La distance entre les électrodes, elle est très différente entre la TDCS, quelques centimètres, que la TSDCS thoracique. On est grosso modo à 50 cm entre l'épaule et T9. Or, on sait que la distance entre deux électrodes corrèle négativement avec la durée et l'amplitude des post-effets de la TDCS. Ensuite, les populations neuronales. Les populations neuronales sont différentes, donc ça veut dire que les propriétés des motoneurones sont différentes. Donc, c'est un argument de plus. Autre argument, les propriétés biophysiques membranaires. Le courant continu modifie également les propriétés biophysiques membranaires selon l'orientation des fibres, ça c'est bien connu depuis très longtemps. Or, l'orientation des fibres, évidemment, elle est probablement très différente entre le cortex et la moelle épinière, donc une polarisation différente des neurones, et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'anisotropie des fibres. Le mécanisme d'action, chez l'homme, il a clairement été montré grâce à des enregistrements épiduraux que, comme chez l'animal, la TDCS dépolarise ou hyperpolarise la membrane neurale. D'accord ? Pour la TSDCS, ces données ne sont absolument pas disponibles au jour d'aujourd'hui. Donc ça, une des conclusions, c'est que les résultats obtenus par la TDCS et la TSDCS ne peuvent clairement pas être comparés directement. Quels sont les mécanismes de ça chez l'homme, de la TDCS ? Eh bien, on va vous dire de la TSDCS. Pour tout vous dire, on n'en sait rien, mais il y a un certain nombre quand même d'arguments qui sont avancés. Alors, les hypothèses qui sont avancées dans les différents par-pieds, c'est l'induction de plasticité de type LTP-LTD-like, une modification de l'efficacité des récepteurs NMDA, une modification des concentrations de neurotransmetteurs en GABA et glutamate notamment, des modifications des propriétés intrinsèques des neurones, donc un chiffre du seuil de décharge par exemple, une modification de la PHP, etc. De la HP, pardon. Des changements du seuil de décharge de l'axe, excusez-moi. Ou bien des modulations de l'excitabilité des réseaux neuronaux au niveau de la moelle épinière, inhibition présynaptique, réciproque, dépression synaptique, toutes ces choses-là. Pour ce qui explique le réflexage. En résumé, comme on ne sait pas, on avance toujours les mêmes arguments, c'est-à-dire qu'on reprend les arguments de la TDCS et on les bascule au niveau de la moelle. L'effet, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les modifications, ce qu'on sait chez l'homme, les modifications induites par la TSDCS persistent après l'arrêt de la stimulation. Donc ça, il y a une forme de plasticité qui est claire et nette. Et le développement de la plasticité induite par la TSDCL, elle est probablement graduelle, ce que je vous ai vu tout à l'heure, elle se construit progressivement, et ça, c'est une autre caractéristique de la potentialisation ou de la dépression à long terme. Donc ça veut dire qu'on a fait tout ce travail chez l'homme depuis en fait très peu de temps. Il y a un article en 2008, il y a 7 articles sortis entre 2010 et 2014, et actuellement je reçois 2 articles à reviewer par mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser complètement en fait. D'accord ? Donc là, ça veut dire qu'il y a un retour maintenant d'une nécessité de travail chez l'animal. Donc ça, c'est disponible toujours dans la revue de Priori de 2014. Les études chez l'animal, elles ont été faites par les Italiens ici. Ils ont juste montré que la condition anodale augmentait l'activité spontanée au niveau du noyau gracile. Donc ça, c'est chez la souris.
et diminuait les potentiels de champ locaux, et la cathodale avait un effet inverse. Et ensuite, tout le reste, ce qui est très gênant, c'est que ça vient d'une seule équipe. Une seule personne qui publie quasiment toujours seule. Donc c'est bizarre. Voilà, avec des choses qui sont par contre extrêmement jolies, il faut bien le dire. Donc je vous en parlerai juste après, mais grosso modo, ce qu'il dit, c'est que dans cette première étude de 2011, c'est que l'anodale, en fait, elle augmente la fréquence des spikes et l'amplitude des décharges spontanées, alors que la cathodale, c'est pas du tout l'effet inverse qu'on pourrait penser, ça rend les bouffées en fait beaucoup plus rythmiques. Donc ce qu'il dit, c'est pas des mécanismes qui sont vraiment complètement différents. Autre chose qui a été clairement montrée dans ces études et qui ne pose pas de questions et qui nous intéresse, c'est qu'on a une modification de la transmission en glutamate. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi dans le sens d'une transmission LTP, LTD, LAC, etc. Et les autres, je vous en parlerai juste maintenant d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. La TDCS est clinique en fait, et bien on n'en fait que de très peu de choses. On a une étude qui est sortie très récemment par l'équipe de Michael Nitsch sur le syndrome des jambes sans repos. C'est de la TDCS anodale, cathodale, c'est contrôlé avec du sham. C'est donc c'est une échelle, hein, c'est l'EVA, hein, voilà, tout simplement. Est-ce que vous vous sentez mieux de 0 à 10 et ICOTE? Et en fait, ils ont une amélioration dans les conditions anodales et cathodales et pas dans le sham. D'accord? C'est la seule étude clinique, entre guillemets, qui existe au jour d'aujourd'hui. Ils avaient une vingtaine de patients pour cette étude qu'ils appellent pilote. Les deux autres choses et deux autres perspectives qui sont ouvertes par les travaux d'Ahmed, que je ne vous ai pas présenté, mais qui figurent dans ma diapo d'avant, c'est la possibilité de moduler le tonus musculaire chez des animaux sains, mais également sur des animaux qui sont médullo-lésés avec de la spasticité. D'accord? Dans un sens ou dans l'autre. Ça a été très bien montré sur des grosses populations d'animaux aussi. Et puis l'amélioration de la récupération, lorsqu'on couple en fait... on couple une stimulation corticale, donc évidemment sur l'animal, il ne fait pas de la TMS, mais ils font des implants électriques, hein, avec des animaux qui ont une hémisection médulaire. Donc ça ouvre un certain nombre de perspectives aussi thérapeutiques intéressantes. Donc en conclusion, la TSDCS, c'est donc un nouvel outil pour moduler l'excitabilité spinale et supraspinale. Il existe bien évidemment de nombreuses études à réaliser, donc les mécanismes d'action sont mal connus, donc on replonge en ce moment dans les papiers anciens, parce qu'on trouve aussi des choses des années 30-40 qui pourraient être intéressantes. Donc on a besoin de beaucoup plus d'études chez l'animal pour comprendre mieux les mécanismes. Les effets chez l'humain sont en fait extrêmement partiellement décrits, il y a énormément de choses à faire, et l'autre chose c'est que les safety limits ne sont pas établis non plus. Donc ça reste quelque chose de problématique. Beaucoup de perspectives, c'est quelque chose en plein essor, c'est quelque chose de très prometteur. Il y a plusieurs brevets qui viennent d'être récemment déposés autour de cette technique. C'est peu coûteux. A priori, il y a peu d'effets secondaires et de critères d'exclusion. C'est facile à utiliser, y compris par les patients. On peut imaginer un matériel portable, mais c'est déjà disponible, où on dit aux patients, collez-vous les électrodes là, passez du courant et il se passe je ne sais quoi. Et aussi, ce qui sera intéressant de voir, c'est la possibilité d'augmenter la force des effets par les répétitions de sessions, c'est-à-dire augmenter la charge totale qu'on va délivrer par des sessions consécutives, faire ça tous les jours. Si en cours, on va s'y mettre au mois de janvier, et donc d'ouvrir une perspective vers des essais peut-être thérapeutiques. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Charles pour ce très bel exposé. Je t'en veux pas du tout d'avoir changé le titre, tu as très bien fait. Y a-t-il des questions dans la salle? Tu nous as tous laissé pantois. À quel moment... Rose, oui. Les études chez l'animal, c'est uniquement la souris ou bien t'as... Ah, c'est du chat. Fuertes, Eccles, etc. Tout ça, c'est du chat. Ce qui vient de sortir de là, c'est souris et rat. C'est tout. Tout petit animal, ouais. Extrêmement difficile à lire, Ahmed. Ahmed, ah oui, c'est pas facile à lire. Oui, c'est pas intuitif. Sur des animaux tout petits, alors on se demande d'ailleurs si c'est valable, tellement la taille de l'animal par rapport à l'électrode. Il met des tout petits trucs, hein. Il met des toutes petites électrodes dessus. Mais quand même.
Mais quand même, Avec tout à fait. Non, il y a un vrai challenge. Deux approches différentes, une pour un visée clinique pour diminuer la spasticité et l'autre pour suppléer la déficience motrice. Oui, je vois que tu as toi aussi participé à Participé quelques conversations comment, récentes. Voilà. Comment la start-up peut-elle se C'est ça, développer exactement. J'ai vu. Moi, j'avais la même question par rapport à M. Dussel, du Figaro, c'est finalement, est-ce qu'il a adapté la taille des électrodes par rapport à l'animal, parce que tu as dit que ça avait quand même une incidence sur la diffusion des courants. Donc là, tu dis qu'il a utilisé des électrodes plus petites, mais est-ce qu'on reste dans les mêmes proportions que, par exemple, toi, ce que tu utilises chez l'homme? Alors, est-ce que le ratio, parce que ce qu'on utilise chez l'homme, c'est des électrodes de 35 cm², 7 sur 5, c'est pas non plus. C'est clair. C'est Ouais, pas ça sur ça comme électrode, ça couvre quand même quelques vertèbres, hein, clairement. Donc on n'est pas hyper focal, non. Mais il ne l'est pas non plus, clairement. Madame là. Oh, super. On t'en voudra vraiment pas. Comme on suit des paraplégiques, qu'est-ce que vous pouvez dire pour des médecins qui ont des jeunes paraplégiques en phase 2 par rapport à des recherches? Je crois qu'il faut être extrêmement raisonnable au jour d'aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'il ne faut rien dire et je pense qu'il faut passer à des essais. Il faut passer à des essais effectivement randomisés, ce que disait Rose, parce que tout à l'heure c'était très joli ton truc de TDCS, voilà, où on part d'un nombre d'études énorme pour arriver à rien. Et ben vaut mieux arriver à ce petit rien avec des essais contrôlés, etc. Et voir réellement l'efficacité de ça et de voir l'augmentation de la dose. Je pense qu'on ne peut pas dire aux paraplégiques allez-y, stimulez-vous, on ne sait pas ce qu'on fait, mais et peut-être que c'est quelque chose d'important, quoi. Sur ton étude sur la respiration avec M. Similowski, Oui. J'ai deux questions. La première, c'est à quel moment du cycle respiratoire tu te plaçais pour déclencher finalement ton potentiel Toujours à la fin, évidemment, en fin d'expiration. en fin d'expiration? Complètement à la fin d'expiration. Avec un contrôle EMG sur les muscles intercostaux qui te permettait de dire... Oui, évidemment. Ouais. On fait ça à propre. Non, mais je sais pas. On a fait ça à propre. J'avais pas de doute, je te demande. Oh, tout de suite. Oui. Et la question, c'est est-ce que vous avez comparé les effets de ces stimulations spinale cervicale à une stimulation corticale motrice? À une stimulation corticale. Enfin, TDCS, pour le coup, mis sur le cortex moteur primaire. Et voir si vous retrouviez également une potentialisation du PEM dans le diaphragme. Mais il me semble que cette étude, j'ai lu quelque chose qui vient de Garches, oui, n'est-ce pas? Donc on ne va pas reproduire une étude que nous non, avons prise pour acquise. D'accord, non, mais c'était pour savoir si vous aviez... Non, on n'a pas regardé du tout. D'accord. Du tout. On l'a discuté parce qu'il y a des résultats, finalement, vous trouvez une potentialisation dans les deux sens. Tout à fait. Voilà. Parce qu'on a les résultats similaires, c'est pour ça que... voilà. Mais non, pas du tout. On n'a pas regardé et c'est pas en cours. Non, mais c'est assez troublant finalement, c'est que tu le mettes en M1 ou que tu le mettes en cervical, tu te retrouves... Oui, ça fait pareil, mais en même temps... Est-ce que c'est pas lié à l'activité rythmique caractéristique du diaphragme qui est bien particulière? Alors ça c'est une possibilité. Mais c'est pas non plus quelque chose de troublant. Je veux dire, quand ils ont fait ça sur le FCR, ils trouvent aussi une facilitation dans les deux polarités. Il y a aussi un facteur extrêmement important, c'est l'intensité de la stimulation. Le papier de Balsikat, Nietzsche, etc. On vous dit anodal, ça facilite, cathodal, ça diminue, sauf qu'il montre que quand on augmente l'intensité de la cathodale facilite aussi. Oui. Donc ça dépend aussi de l'intensité. Ah bah oui, de toute façon... Donc ça c'est quelque chose aussi important, c'est vrai dans une certaine gamme d'intensité. Donc nous là on a stimulé à 2,5 mA, je ne sais pas si c'est intelligent. Je pense qu'il y aurait une étude à faire en se disant on repart sur des paramètres très simples, 1 mA, peut-être qu'on aura des effets opposés, etc. Voilà.